Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé d'où est-ce que vient l'énéagramme? Comment un symbole millénaire a-t-il pu devenir l'un des outils de développement personnel les plus utilisés du XXIe siècle? Et si je vous disais que derrière cet outil se cache une histoire mêlant mystique bolivien, psychiatre chilien et révolution psychologique californienne? Aujourd'hui, nous allons parler d'un bout de l'histoire et des origines de l'énéagramme en nous appuyant sur les travaux fondateurs d'Oscar Ichazo et de Claudio Naranjo. Nous n'irons pas dans tous les détails, c'est une petite introduction, d'autres épisodes suivront. Alors, ce que vous allez découvrir aujourd'hui pour échanger, améliorer, apporter des informations sur votre compréhension de cet outil. Voyez-vous, l'énéagramme n'est pas apparu un beau jour dans les cabinets de coaching ou les séminaires en développement personnel. Non, son histoire est plus riche, plus complexe et, disons-le, plus mystérieuse qu'on imagine généralement. Oscar Ichazo, né en 1931 en Bolivie, était un philosophe et mystique qui a fondé l'Institut Arica dans les années 1960. C'est lui qui, le premier, aurait structuré l'énéagramme moderne en associant les 9 points du symbole aux 9 profils de personnalité que nous connaissons aujourd'hui. Ichazo n'était pas qu'un simple théoricien, c'était un explorateur de la conscience humaine qui a synthétisé des enseignements provenant de multiples traditions spirituelles. Claudio Naranjo, quant à lui, psychiatre chilien né en 1932 et décédé en 2019, a joué un rôle central dans la transformation de l'énéagramme. C'est lui qui aurait fait le pont entre la dimension spirituelle d'Ichazo et la psychologie occidentale moderne. Formé à Harvard, membre de l'Institut Esalen en Californie, Naranjo était à la fois médecin, psychothérapeute et chercheur en psychologie transpersonnelle. L'histoire de l'énéagramme, c'est aussi une époque, les années 60 et 70, où la Californie bouillonnait d'innovation dans le domaine de la conscience humaine. C'est une période où spiritualité orientale et psychologie occidentale se rencontraient pour créer quelque chose de nouveau. Dans cet épisode, nous allons explorer 4 dimensions de cette histoire. D'abord, nous plongerons dans les racines anciennes du symbole de l'énéagramme. Ensuite, nous découvrirons comment Oscar Ichazo a transformé cet ancien symbole en lui donnant sa forme moderne. Puis, nous verrons comment Claudio Naranjo a adapté cet enseignement spirituel en outil psychologique. Et enfin, nous examinerons l'évolution de l'énéagramme depuis ses pionniers jusqu'à aujourd'hui. Première partie, les racines anciennes du symbole. Alors, commençons par le commencement. Le symbole de l'énéagramme lui-même, ce cercle avec 9 points interconnectés, a des origines qui se perdent dans le temps. Alors attention, on entre ici dans un territoire où l'histoire documentée se mêle aux traditions orales et aux légendes. Certains chercheurs suggèrent que le symbole pourrait remonter à l'ancienne Babylone, vers 2500 avant notre ère. Les mathématiciens babyloniens, qui étaient parmi les premiers à développer des systèmes numériques sophistiqués, utilisaient déjà des figures géométriques pour représenter des concepts cosmologiques. D'autres y voient des influences de la Kabbale hébraïque, notamment dans l'arbre de vie avec ses 10 séphiros, ou du soufisme islamique, où les 9 points pourraient représenter les étapes du voyage spirituel vers l'union divine. Ce symbole géométrique apparaît dans les différentes traditions spirituelles, souvent avec des significations différentes, mais toujours liées à la compréhension de l'univers et à la nature humaine. La tradition soufie, en particulier, mérite qu'on s'y attarde. Les soufis utilisaient des figures géométriques consacrées pour transmettre des enseignements ésotériques. Le nombre 9 avait une signification particulière. Il représentait la complétude, étant le dernier chiffre simple avant le retour à l'unité avec le 10. Certains ordres soufis, comme les Naqshbandis, utilisaient des diagrammes similaires à l'énéagramme dans leurs pratiques méditatives. Bien sûr, il est difficile de prouver une connexion directe,
mais les similitudes sont intrigantes. Georges Gourdjieff, ce mythique arménien au début du XXe siècle, a été le premier à introduire le symbole de l'énéagramme en Occident. Imaginez, dans les années 1910-1920, cet homme qui arrive en Europe avec ce symbole qu'il dit avoir découvert lors de ses voyages en Asie centrale. Gourdjieff racontait qu'il avait rencontré ce symbole dans un monastère secret de la confrérie Sarmoung, quelque part entre l'Afghanistan et le Turkistan. Que cette histoire soit littéralement vraie ou symbolique, elle illustre le caractère mystérieux et initiatique de ce savoir. Gourdjieff utilisait l'énéagramme principalement comme symbole cosmologique, représentant les lois universelles du mouvement et de la transformation. Pour lui, c'était un schéma du fonctionnement de l'univers, une carte des processus dynamiques qui gouvernent tout, depuis le mouvement des planètes jusqu'aux transformations chimiques, en passant par l'évolution de la conscience humaine. Il enseignait que comprendre ce symbole permettait de saisir les lois fondamentales qui régissent toute création et transformation. Et puis, partie importante, Gourdjieff n'associait pas encore le symbole aux 9 profils de personnalité. Cette connexion, elle viendra plus tard, avec Ishazo. Gourdjieff utilisait le symbole pour enseigner ce qu'il appelait les danses sacrées ou les mouvements, des exercices complexes destinés à éveiller la conscience. Ces danses étaient construites sur des patterns géométriques de l'énéagramme et les danseurs devaient littéralement incarner les lignes et les points du symbole à travers leurs mouvements. C'était une façon de comprendre le symbole, non pas intellectuellement, mais avec tout son être. Les lignes internes du symbole, vous savez, c'est les connexions entre les points 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1 et le triangle 3, 6, 9, représenteraient pour lui les lois de l'octave et de la trinité. La loi de l'octave, basée sur la structure musicale, suggère que tout processus de développement passe par 7 étapes avec 2 intervalles où une impulsion externe est nécessaire pour continuer. La loi de 3, elle, stipule que toutes les manifestations résultent de l'interaction de 3 forces, actives, passives et neutralisantes. Ces lois, selon Gurdjieff, gouvernaient tout dans l'univers. Le symbole lui-même contient une sagesse mathématique profonde. Le triangle interne relie les points 3, 6 et 9, des multiples de 3. Ces points représentent les forces de création, de maintien et de destruction, ou thèse, antithèse et synthèse, si on préfère le langage philosophique. Les 6 autres points forment une figure appelée hexade, et leur séquence de connexion 1, 4, 2, 8, 5, 7 correspond à la division de 1 par 7, qui donne 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 à l'infini. Cette séquence se répète perpétuellement, symbolisant les cycles éternels de la nature. Cette précision mathématique suggère que le symbole n'est pas arbitraire, mais qu'il encode des principes universels. En fait, certains mathématiciens modernes ont découvert que l'énéagramme peut être utilisé pour modéliser des systèmes dynamiques complexes, depuis les patterns météorologiques jusqu'aux fluctuations économiques. C'est comme si ce symbole ancien contenait une compréhension intuitive de ce que nous appelons aujourd'hui la théorie du chaos et les systèmes dynamiques non linéaires. Deuxième partie, la révolution d'Oscar Ichazo. Maintenant, parlons d'Oscar Ichazo et de sa contribution. Voyez-vous, dans les années 1950 et 60, Ichazo était en quête spirituelle. Il avait étudié le zen, le soufisme, la kabbale, les arts martiaux, et avait même expérimenté des substances psychédéliques dans un contexte chamanique, bien avant que ce soit répandu en Californie. En fait, Ichazo a eu ce qu'il décrit comme une illumination, où il a compris que le symbole de l'énagramme pouvait être utilisé pour cartographier les différentes façons dont l'ego humain se structure et se défend. C'était une intuition assez forte, prendre ce symbole cosmologique et l'adapter directement à la psychologie humaine. Ichazo a développé ce qu'il appelait les proto-analyses, un système qui associait à chaque point de l'énagramme non seulement un profil de personnalité, mais aussi une passion dominante, une fixation mentale, une vertu et même une connexion avec des parties spécifiques du corps. Par exemple,
Un profil 1 serait associé à la colère comme passion, au perfectionnisme comme fixation, à la sérénité comme vertu. Le profil 2, lui, serait lié à l'orgueil, à la flatterie et à l'humilité. Bon, ce qui est important à comprendre, c'est qu'Ishazo ne voyait pas l'énéagramme simplement comme un outil de catégorisation. Bien au contraire, pour lui, c'était un chemin de libération spirituelle. Chaque profil représentait une façon spécifique dont l'essence de la personne s'était voilée ou déformée. Le travail consistait à reconnaître ces patterns et à retrouver notre nature première. En 1970, Ishazo a organisé une formation intensive de 10 mois à Arica au Chili. Une cinquantaine d'Américains, principalement de Californie, sont partis dans le désert chilien pour cette aventure spirituelle. Et parmi eux se trouvait Claudio Naranjo, qui allait jouer un rôle déterminant dans la suite de l'histoire. Et puis, autre chose, Ishazo avait une approche holistique. Il ne se contentait pas d'enseigner la théorie. Il proposait des exercices physiques, des méditations, des techniques de respiration, tout un ensemble de pratiques pour permettre aux gens d'incarner et transcender leur profil. C'était une approche intégrée du développement humain. Troisième partie, la transformation par Claudio Naranjo. Alors là, on arrive au tournant de notre histoire. Claudio Naranjo, après son expérience à Arica, est rentré aux États-Unis avec une mission: adapter l'enseignement d'Ishazo au monde de la psychothérapie occidentale. Naranjo avait des qualifications particulières pour cette tâche. D'abord, c'était un psychiatre formé à la tradition médicale. Ensuite, il avait été l'un des premiers membres à l'Institut Esalen, ce laboratoire du potentiel humain en Californie. Et puis, il avait une formation approfondie en thérapie gestalt avec Fritz Perls lui-même, le fondateur de cette approche thérapeutique. Ce que Naranjo a fait, c'est qu'il a pris le système spirituel et ésotérique d'Ishazo, il l'a traduit dans un langage de psychologie moderne. Par exemple, là où Ishazo parlait de passion, dans un sens spirituel, Naranjo les a reliés aux mécanismes de défense freudiens et aux patterns névrotiques de la psychanalyse. Voyez-vous, Naranjo a enrichi chaque profil avec des descriptions psychologiques détaillées. Il a intégré des concepts de la psychanalyse, de la théorie de l'attachement, de la psychologie du développement. Par exemple, pour le profil 4, il ferait le lien entre la mélancolie caractéristique et les théories psychanalytiques sur la perte et le deuil. Pour le profil 6, il explorerait les mécanismes de l'anxiété et de la projection paranoïde. Mais attention, Naranjo n'a pas simplement psychologisé l'énéagramme. Non, il a maintenu la dimension spirituelle tout en la rendant accessible aux psychothérapeutes occidentaux. Il parlait de l'énéagramme comme une psychologie des passions, un pont entre la sagesse spirituelle ancienne et la science psychologique moderne. Dans les années 1970, Naranjo a commencé à enseigner l'énéagramme dans le cadre de ses groupes SAT, Seekers After Truth, les chercheurs de vérité. Ces groupes combinaient thérapie de groupe intensive, méditation, travail corporel et étude de l'énéagramme. Les participants vivaient des expériences de transformation profondes. Et ce qui est arrivé ensuite est très intéressant. Naranjo a développé ce qu'il appelait les sous-types ou variantes instinctives. Il a montré comment chaque profil pouvait s'exprimer différemment selon que la personne était orientée vers la survie personnelle, les relations intimes ou l'adaptation sociale. Ça multipliait la richesse et la nuance du système de façon significative. Naranjo a formé toute une génération de psychothérapeutes et d'enseignants qui ont ensuite diffusé l'énéagramme dans le monde entier. Hélène Palmer, David Daniels, Don Rizzo. Tous ces grands noms de l'énéagramme moderne ont été directement ou indirectement influencés par l'enseignement de Naranjo. Quatrième partie, l'évolution vers la psychologie moderne. Maintenant, voyons comment l'énéagramme est passé de ses origines ésotériques à l'outil de développement personnel qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 1980 et 90, l'énéagramme est sorti des cercles spirituels fermés pour entrer dans le monde de la psychologie grand public, du coaching d'entreprise et du développement personnel. Cette transition n'a pas été sans controverse. Ishazo lui-même a exprimé des réserves sur la façon dont son enseignement était parfois simplifié ou déformé. Hélène Palmer, une des élèves de Naranjo,
a joué un rôle important dans cette popularisation. Son livre L'énéagramme comprendre les autres et soi-même au quotidien, publié en 1988, a été l'un des premiers à présenter l'énéagramme de façon accessible au grand public. Palmer a développé la méthode du panel, où des représentants de chaque profil parlent de leur expérience intérieure devant un public. C'était novateur parce que ça permettait aux gens de voir les profils en action et pas juste en théorie. Don Riso et Russ Hudson ont apporté une contribution majeure avec leur niveau de développement. Ils ont montré comment chaque profil pouvait fonctionner à travers différents niveaux de santé psychologique, depuis les étapes pathologiques jusqu'aux expressions les plus saines et intégrées. C'était important parce que ça a montré que l'énagramme n'était pas une prison et que chaque profil avait un potentiel d'évolution. Et puis, dans les années 2000, l'énagramme a commencé à être étudié scientifiquement. Des chercheurs ont utilisé des méthodes statistiques pour valider la structure du système. Des études en neurosciences ont commencé à explorer les corrélations entre les profils et certains patterns d'activation cérébrale. Les recherches sont encore en développement, mais c'est intéressant de voir comment cet ancien système résiste à l'examen scientifique moderne. L'entrée de l'énéagramme dans le monde de l'entreprise a été un autre tournant. Des consultants ont commencé à l'utiliser pour le développement du leadership, constitution d'équipe, la résolution de conflits. Et il y a des grandes entreprises comme Google, Amazon, bien d'autres qui ont intégré l'énéagramme dans des cours ou des programmes de formation. C'est notable de voir que cet outil, avec des origines aussi spirituelles, a trouvé sa place dans le monde corporate. Aujourd'hui, l'énéagramme continue d'évoluer. De nouvelles applications émergent régulièrement dans l'éducation, la thérapie de couple, le coaching parental, même dans l'intelligence artificielle où l'on explore comment les profils peuvent aider à personnaliser les interactions homme-machine. Attention, c'est très important de le souligner, cette popularisation a aussi ses limites. Parce que parfois, l'énéagramme est réduit à un simple test de personnalité, ce qui lui fait perdre toute sa profondeur spirituelle et psychologique. Certains l'utilisent pour mettre les gens dans des cases, plutôt que pour les libérer. Et c'est pourquoi il est nécessaire de comprendre ses origines profondes et son intention première. Non pas cataloguer les gens, mais les aider à s'intéresser à leur personne et s'épanouir. Conclusion. Alors voilà, nous avons parcouru ensemble une histoire, un bout de l'histoire de l'énéagramme, depuis ses racines anciennes jusqu'à son statut actuel d'outil de croissance personnelle reconnu mondialement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'énéagramme, c'est pas juste un système de classification. C'est le fruit d'une rencontre entre la sagesse ancienne et la psychologie moderne, entre l'Orient et l'Occident, entre la spiritualité et la science. Oscar Ichazo a eu l'intention de voir dans ce symbole ancien une carte de la psyché humaine. Et Claudio Narandro a eu la vision de traduire cette carte dans le langage d'une autre époque. Et vous savez quoi? L'histoire de l'énéagramme nous enseigne quelque chose sur la nature humaine elle-même. Elle nous montre que malgré nos différences culturelles et historiques, il existe des patterns universels dans la façon dont nous, êtres humains, construisons notre identité et naviguons dans le monde. Ces 9 profils ne sont pas des inventions arbitraires. Ils correspondent à quelque chose de réel dans la structure de la conscience humaine. Et puis, cette histoire nous rappelle aussi l'importance de l'intégration. L'énagramme est devenu un outil efficace précisément parce qu'il a su s'intégrer à différentes traditions et approches. Il nous montre qu'on n'a pas besoin de choisir entre spiritualité et psychologie, entre sagesse ancienne et science moderne. Les deux peuvent s'enrichir mutuellement. Maintenant que nous avons vu cette histoire riche et complexe, on peut approcher l'énagramme avec une compréhension un peu plus profonde. Donc quand nous explorons notre propre profil et celui des autres, il faut que l'on se souvienne que nous utilisons un outil qui a été raffiné pendant des décennies par des esprits les plus brillants dans le domaine de la croissance personnelle. L'énagramme continue d'évoluer et c'est ça qui est stimulant. Chaque personne qui l'étudie et l'applique avec sincérité contribue à enrichir notre compréhension collective. Peut-être que vous aussi, vous apporterez votre contribution à cet édifice. Dans le prochain épisode de la série Couple, nous explorons avec Hélène Palmer pourquoi l'énéagramme est un outil si utile pour comprendre son conjoint et comment il éclaire les malentendus récurrents dans les relations amoureuses. Nous verrons comment chaque profil aime
et veut être aimé différemment, et comment cette compréhension peut transformer la qualité de nos relations intimes. Merci pour votre écoute.